Très bien. Bienvenue sur cette capsule retro. J'ai fait un retour sur un enregistrement, mais dû à des problèmes techniques. Cela ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Alors, je reprends aujourd'hui. Et comme vous le voyez, sur cette page, et comme toujours, mon approche, c'est une approche dynamique à notre histoire, à la situation qui se passe dans le monde en général et en particulier sur le continent africain. Alors, aujourd'hui, il va s'agir essentiellement du Togo, où je vous inviterai à supporter avec moi mon regard dans le rétroviseur, c'est-à-dire un regard en arrière, pour brièvement, en images, sans trop insister là-dessus, revenir sur les piliers, ceux qui ont donc contribué énormément à l'indépendance formelle du Togo en 1960. Le bas-fond de cette première page, tel que vous le voyez, c'est le monument de l'indépendance du Togo. Et pourquoi j'ai choisi ce bas-fond? C'est parce que, en 60, j'ai été parmi les petits garçons heureux de l'école primaire qui ont participé au mouvement d'ensemble au stade municipal de Lomé. J'ai vu construire ce bâtiment pendant qu'on allait donc faire nos entraînements. Et le 27 avril 1960, aussitôt après la célébration, il y a eu une petite pluie fine et un certain nombre d'entre nous étions allés nous abriter sur la jambe du monsieur. Et devant le monsieur, il y a donc une dame. Le monument est toujours là, un monument bien solide, bien construit. Une dame qui tenait donc la flamme de la nation naissante. Et sous cette pluie fine, bien sûr, la flamme continuait à virevolter au gré du vent qui soufflait. Ça m'a marqué. Alors, j'ai exprès choisi de vieillir cela. Donc, ça fait grosso modo 65 ans que c'est là. Ça a vieilli. Et aussi, dans nos habitudes, nous avons vieilli. Et la gouvernance du pays s'est donc incrustée dans une dynastie d'une seule famille, la famille de Niassibé. Et depuis donc 1997, rien n'a changé. Mais les artisans les plus engagés pour la réalisation de cette indépendance formelle sont particulièrement, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi les deux les plus illustres. Juste en haut à droite, vous voyez donc c'est un timbre. C'est un des tout premiers timbres du Togo indépendant. Il s'agit de, communément, il est appelé Papa Augustino de Souza, donc de la famille de Souza, anniversaire d'indépendance 27 avril 1960. C'est un propriétaire foncier, donc il avait des terres, des plantations, il aussi touché au commerce, très influent de cette époque. Il a mis tout son poids et sa fortune, avec d'autres bien sûr, mais il était un des proéminents pour la lutte pour l'indépendance du Togo. Et comme vous le savez, il faut beaucoup d'argent pour les luttes. Et l'intellectuel du groupe, à cette époque, était bien sûr Sylvanus Olympio, qui malheureusement a été fauché par un assassinat politique effectué par les démissionnaires togolais, dont le président Étienne Yadema, qui par la suite a pris le pouvoir. Il était, je crois, 16 ans chef quand c'est arrivé, avec la complicité bien sûr des États-Unis d'Amérique. Toute l'histoire est là, vous pouvez le trouver facilement. Bien.
Sylvanus Olympio, pourquoi a-t-il été assassiné? Parce qu'il voulait créer la monnaie togolaise. En tant que petit État de l'Afrique de l'Ouest, ce n'était pas du goût des maîtres marionettistes de l'époque qui nous obligeaient ou qui nous ont obligés à signer les 11 accords de décolonisation que nous nous appelons accords de vassalisation, où 11 de nos souverainetés ont été pratiquement kidnappées, hold up. Et jusqu'à ce jour, même si c'est périmé. Bien. Donc, Papa Agostinho de Souza était souverainiste avant nous autres souverainistes d'aujourd'hui. Et j'ai pensé toujours, dans mon approche dynamique de l'histoire, de revenir un peu en arrière pour donc faire hommage à ces deux anciens et par extension à tous les autres. Donc bien entendu, pratiquement la moitié du Togo. Pratiquement la moitié du Togo de cette époque. Et sur la gauche, il y a ceci que je tiens à vous expliquer pour le symbole que ça représente. Voilà. Nous aurons peut-être un peu de mal, vous voyez très bien ici, où je dis regardons-nous dans ce miroir. En fait, il y a plusieurs ruptures en France-Afrique que retenir. C'était à l'occasion où, il y a un an de cela, quand le PASTEF a accédé par les urnes au pouvoir, après des souffrances que vous connaissez. Et juste au milieu ici, vous avez Macky Sall, le dernier, qui a fait donc, a réprimé le mouvement, les a foutus en prison, ils sont sortis de prison, après soixantaine de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de jeunes emprisonnés. Diomaye Faye et Sonko, qui sont donc aux rênes de la gouvernance du régime sénégalais à l'heure actuelle. Bien. Et le titre d'un journal que j'ai pris, quand des brimés prennent la place des brimeurs au palais. Ça veut dire ce que ça veut dire, je n'ai pas besoin d'expliquer. Et sur la gauche, vous avez donc l'emblème de la CEDEAO, organisation donc commune, inféodée ou phagocytée, je dois dire, par l'Union européenne, l'OTAN, et bien sûr, sous l'instigation de l'Élysée. Et à côté, vous avez les trois dirigeants de l'AES qui, à la demande de leur population, et voyant la souffrance de leur population, à différents moments ont décidé de donner un coup de pouce à leur révolution et protéger la population contre les injustices. Ensuite, je continue toujours sur cette page, je glisse un peu. Vous avez là un monument d'un des pays d'Europe du Nord, créé par architecte Jens Galschiot et Lars Kamar en 2002. Ce monument, vous le voyez très bien, un monsieur malingre, comme moi, affamé, souffrant, portant sur ses épaules une belle dame, bien grosse, bien grasse, sur ses épaules. Et la légende qui accompagne ce monument est le suivant. Donc, c'est la dame qui s'exprime. Je ferai, donc au conditionnel, je ferai tout pour aider ce porteur à bout de force. Vous comprenez, ce porteur à bout de force. Sauf descendre de son dos. Je ferai tout pour aider ce porteur
à bout de force, sauf descendre de son dos. Donc déjà, ça caractérise l'esprit de cette dame. Nous reviendrons rapidement là-dessus. Alors, c'est mis ici par les artistes, c'est donc le symbole de distribution inégale de la richesse du monde. Voilà donc la légende de ce mouvement que vous pouvez encore aujourd'hui même lire. Bien. L'esprit donc qui caractérise ces pays prédateurs, c'est un esprit de précarité destructive. Comment vous pouvez imaginer que cette femme, dont la masse ou le poids, comme diraient certains, fait 10 fois celui de ce petit bonhomme, donc les blocs du Sud, qui est le symbole des blocs du Sud, mais il dit, je ferai conditionnellement pour l'aider, donc de l'aide, ça ne vous permet pas de vous émanciper, mais je ne descendrai pas, je ne descends pas de son dos. C'est cela. Donc nous sommes à la croisée des chemins. Si bien que nous n'avons pas fini avec eux, même avec l'expérience encourageante de la Confédération des États du Sahel. Nous devons rester éveillés, vigilants, transmettre le savoir, les connaissances, former notre jeunesse, en gros, changer notre idéologie et notre mentalité. Bien. Comme le dit mon titre, c'est donc l'autopsie. Il s'agirait donc de l'autopsie des multinationales et je m'efforcerai de rapidement répondre à 5 à 6 petites questions. Organisées par qui? Pour qui? Comment? Pourquoi? Quel résultat? Et que faire, en gros? Et ensuite, je me livrerai, comme c'est, donc, autopsie veut dire examen après la mort. Les municipales, donc, sont mortes. On fait, donc, l'analyse des résultats. Dans un premier cas, résultats, donc, officieux, pas encore officiels, mais officiels, nous le savons d'avance. Et tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi j'ai dit cela. Et ensuite, me livrer à un exercice de réflexivité, c'est-à-dire ce qui se passe, même dans le mouvement de libération que nous menons, c'est-à-dire nous libérer de cette dynastie sous-centenaire qui dirige le Togo. Voilà. Par qui? Vous le savez, hein, par la nouvelle fausse république, 5e république, façonnée, imaginée par Faure Gnassingbé, dit Faure-Ny, avec ses conseillers, c'est-à-dire des mercenaires, des requins internationaux, dont je me garde de citer les noms, aussi bien que des malfaiteurs de l'intérieur. Ils ont sorti une constitution de leur tête l'année dernière, au mois de mars-avril, par toutes sortes de manigances. Bien. Alors, je continue. Mais avant d'aller donc sur cet examen post-mortem de ces élections, juste en dessous de Papa Augustino de Souza, nous avons le Monseigneur Cardinal Poggio qui a, pendant sa carrière, bien sûr, de prêtre, de seigneur, de ceci, de cela, a vu ce qui se passait et pour sa retraite, il s'est dévoué pour donc ramener à du bon sens et le régime et les oppositions togolaises. Il se trouve que l'opposition togolaise, comme c'était une opposition de maison pour la plupart, un des partis ou deux des partis les plus influents se sont désolarisés de ce mouvement. Il y a eu les élections de 2020, les élections de 2020 que bien sûr l'opposition dirigée par le cardinal Poggio a remporté. Mais comme toujours, malgré le dépatillage et tout, ils
ils ont volé les élections. Et ils ont dû partir en exil. Le leader qui était choisi, c'était Abir Mekodjo et le monseigneur cardinal Boudjon. Ils ont dû donc partir en exil. Ils ne pouvaient pas rester sur place. Ce qui m'a le plus très attristé, c'est qu'à son âge, avec sa canne à la main, il s'est présenté. Au début de son exil, ils sont présentés devant le Parlement français, l'Assemblée nationale, et sous une pluie fine, malheureusement ce jour-là, a battu le pavé, faisant des va-et-vient, appelant l'Élysée à venir intervenir au Togo pour donc mettre de l'ordre. En fait, l'Élysée n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. L'exemple en est que la citation ou l'intervention de M. Barrot, l'actuel ministre des Affaires étrangères de l'Élysée, a dit bon, ils ont constaté que Togo y a changement de constitution. Sans plus. Donc en fait, depuis 1963, ce sont les protecteurs avec les alliés africains. Donc dans cette construction, dans cette structure de France-Afrique, dont Houphouët-Boigny, Senghor, Wade, ou ceux qui l'ont succédé, Bongo, etc., Yameogo, etc., eh bien, ce sont eux qui ont été les protecteurs, les maîtres marionnettistes de cette dynastie des Yadema. Même si, intellectuellement, et du point de vue de la gouvernance d'un État, ils en sont incapables. Et jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que je qualifie cette dynastie de médiocre et sanguinaire. Ce n'est pas par mépris, c'est factuel. Donc, la France-Afrique aime bien placer des Africains incapables, mais incapables et incompétents, qui peut garantir leurs intérêts dans nos États. En Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, jusqu'aux Comores, celle même de Togo. Alors, au Togo, nous sommes arrivés donc à cette 5e fausse constitution. Et comme à l'accoutumée, comment font-ils? D'abord, c'est par les menaces, par la corruption, l'argent. On essaye de vous corrompre. C'est arrivé, Emron est sorti il y a moins de 10 jours pour dire comment on lui a proposé même 25 millions pour refuser la cagnotte que les Togolais dans le monde entier, y compris au Togo, ont cotisé à sa disposition de sa famille pendant qu'il était en prison. Parce qu'il voulait qu'il renonce à cette cagnotte pour prendre les 25 millions pour eux. Donc la corruption. Par l'argent, ils achètent tout le monde. Donc, l'opposition togolaise, c'est la même chose. Ils ont tous bouffé. Ils ont bu le lait d'une des mamelles de fraude de cette dynastie. Et l'autre mamelle, bien sûr, c'est la répression féroce. La répression féroce que nous connaissons depuis donc plus de 60 ans. Et en plus, même s'il y a une constitution à laquelle monsieur adhère, il y a eu des accords de signer, et tout. Non, monsieur, ça ne l'embête pas, il se lève, il fabrique, il sort de la poche intérieure de son costume une 5e constitution qu'ils ont étoffée au fur et à mesure pour nous présenter comme c'est ce qu'il nous faut. Et lui, il devient président du Conseil. En gros, il se maintient. Il supprime le suffrage universel et reste en place pour toujours jusqu'à sa mort. Bien, c'est ici, et plus tard vous avez dû voir également, c'est la photo de mes mentors à Paris. Joachim faisait partie de ceux qui ont guidé mes pas
dans le militantisme parisien. Quand je dis militantisme parisien, aussi bien que milieu africain, asiatique, européen et même français de la métropole. C'était l'époque où vraiment il y avait une activité bouillante. C'était après les années 1968. Et Joachim fait partie d'un de ceux qui ont guidé mes pas. Donc en gros pour moi, il a pris le relais du protecteur politique qui était mon père en partie, mon feu père en partie. Donc j'ai un attachement particulier à lui. Et quand il a été tué, il a été assassiné, je me suis posé la question de savoir. Le médecin légiste a dit pas noyade, mais la réponse nous est venue il n'y a pas longtemps. J'en ai déjà parlé dans mon précédent, mais je reviendrai d'ici le 15 août faire une émission spéciale pour honorer la mémoire de Joachim. Bien, sans aller plus loin, ça c'est pas une parenthèse, mais ça fait partie pour que vous compreniez un peu la souffrance du peuple togolais. S'agissant des municipales, je vais vous montrer un, deux, peut-être trois exemples du jour des élections. Tu peux oser faire ça Excusez-moi. Voyez, pour le bourrage des urnes. Comment? Donc, le bourrage des urnes. Essayé par un monsieur, un instituteur, celui qui est le blanc là, à lui tout seul. Il y a plusieurs bulletins. Il a été pris. Beaucoup de bulletins. Je vous laisse écouter. Vous voyez comment il a l'air bien confus. Un enseignant. Un enseignant. C'est toi, enseignant, qui fais ça. Tu es un enseignant. Tu as conscience de ce que tu fais. Bien. Ça, c'est bourrage des urnes. Bourrage des urnes. Je vous montre un autre à la fin. C'est fait même, je dirais, à la chaîne industrielle. À la chaîne industrielle. Donc celui-ci, j'espère que ça va marcher. Voilà, juste au milieu. Regardez. On ramasse d'autres coches à voter, à voter. J'ai vu des choses comme ça au Gabon, sous Bongo. Avant même que l'électeur n'arrive, on a déjà voté pour. Ça m'est arrivé. J'étais allé pour voter pour la municipale et c'était déjà coché, là où je dois signer, c'était déjà coché pour moi comme quoi j'avais un chèque. Et on bourre l'urne. Vous l'avez vu par vous-même. Et là, c'est le plus croustillant. Ça, c'est passé. Je vais vous montrer le plus croustillant. Cette brave dame c'est une dame qui parlait, qui se plaignait qui donc était furax parce que les électeurs, les gens ne se sont pas présentés. Et elle se plaint que elle dit « Ah, je vous connais ». Elle a donné de l'argent aux gens pour que les gens aillent voter pour elle. Mais elle est venue donc au centre et elle a donc pris avec sa caméra sa caméra de son téléphone, a pris la photo du centre qui était vide, il n'y avait personne.
Et en courroucée qu'elle était, a dit « Ah, vous voyez ça là? Les Togolais ne sont pas sérieux. Vous avez pris l'argent, mais vous n'êtes pas venus voter. Vous vous rendez compte? Nous vous connaissons tous. On ira dans vos maisons, maison par maison, pour reprendre l'argent parce que vous n'avez pas voté. » Donc vous voyez la menace. Tout ça, c'est les menaces. Pas menaces en l'air, qui vont mettre à exécution. Comme je vous le disais, la dynastie des Gnassingbé est une dynastie aux deux mamelles, ou à deux mamelles, la fraude et la répression. La fraude, on vous corrompt en vous donnant un poste, ou par l'argent, ou par le gari et des préservatifs pour que vous votez pour eux. Et si vous ne le faites pas, ils viendront vous trouver chez vous pour reprendre leur argent. C'est une candidate comme ça. Malheureusement, c'est un des éléments que je n'arrive pas à ouvrir. Elle parlait en langue locale, en mina, une langue que je parle parfaitement, que je comprends parfaitement. Voilà. Donc, les résultats ont toujours été les mêmes. Les résultats qui sortent des urnes ou qui sont prétendus sortir des urnes ne sont pas les vrais résultats. Ils ont toujours manipulé les résultats. Et bien sûr, ils seront toujours les gagnants. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose comme résultat, pour quel résultat, vous avez vu vous-même. Et pourquoi nous le savons? C'est toujours pour maintenir le privilège, rester là, avec le soutien de la France-Afrique. D'où cette lutte est en fait une lutte complexe. Et la compréhension des combattants peut différer, peut varier. Bien. Pour ce qui concerne particulièrement le Togo, le modèle sénégalais, par les urnes, n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous l'avez vu. Non-respect des textes, même des textes votés par eux-mêmes, ils tordent le cou au texte et font ce qu'ils veulent. Et il ne nous reste plus que deux modèles. Le modèle de l'AES, c'est-à-dire des États de la Confédération, de l'Alliance du Sahel, et, ma foi, le modèle gabonais, / Oligui. Oligui, qui est le neveu de Bongo, quand ça n'allait plus du tout, et que Ali voudrait donc tricher comme à l'accoutumée. Ali n'a jamais été élu proprement. Eh bien, voyant la colère qui grondait à la base, avec l'assistance, ma foi, du maître marionnettiste de la France-Afrique, ou des France-Afrique, Oligui est intervenu. Il était donc le chef de la garde présidentielle, c'est très facile, et a débarrassé le Gabon de ce monstre, de cette bongocratie. Bien, ce que nous avons tous applaudi. Mais c'est que par derrière, ce n'était qu'une étape. Ce n'était pas la vraie libération de ce pays. Même si, eh bien, ma foi, le général Oligui Nguema fait des efforts par là, pour mettre les Gabonais au pas. Ça, il faut le dire. Et également, les étrangers qui abusaient du système, les mettre donc hors d'état de nuire. Bien. Il y a donc deux systèmes en gros. Le modèle du Sahel et le modèle du Gabon. Il n'y a pas une troisième pour se débarrasser du petit Yadema ou mettre fin à la dynastie. Or, il se trouve que cette dynastie se fracture de l'intérieur grâce à l'intervention de Madame Marguerite Nyakadé, que je salue encore au passage pour le remercier de son élan de patriotisme, quand bien même il fait partie de cette dynastie, l'a renforcé, a même été ministre des armées de 71 à 73, je crois, si je ne me trompe pas. De la même façon, je dis merci à Amron,
qui souffre dans sa chair, et je dis merci également à ses parents qui continuent à le soutenir. Je vois Amron en ce moment, moi-même, aurait pu m'arriver ce qui est arrivé à Amron. Bien, passons. Maintenant, j'en viens, nous avons vu que nous ne pouvons rien tirer de cette prétendue démocratie à la togolaise, démocratie de la Ve République, soutenue et orchestrée par la France, parce qu'en fait, ce sont les Français, de Bache à je ne sais quel juriste, tous qui viennent modifier nos constitutions depuis le père Yadema. Parce que dans la constitution de togolaise, une voix du Nord vaut 2 fois plus, je crois, qu'une voix du Sud dans les urnes. Et il y a déjà cette inégalité. Et c'est de Bache, un juriste français, qui est venu faire cette jour dorée au Togo, qui est décédé, est mort tranquille. D'autres juristes ont pris la place et encadrent sous le titre de coopérants dans nos armées, dans tous nos services de répression, ce sont eux, avec l'aide, bien sûr, du Mossad et leurs gadgets d'espionnage. Bien. Alors, nous n'allons pas laisser la situation ainsi et continuer. Mais, je dirais tout simplement, après, donc, maintenant que les municipales sont derrière nous, nous devons examiner, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je vais donc intervenir sur 2 points en particulier. S'agissant de nos appels à manifester ou à protester ou à boycotter, il faut que nos combattants, nos militants sachent que, quelle que soit la forme d'expression choisie, les formes choisies peuvent être soit silencieuses, bruyantes ou violentes, c'est-à-dire armées. Grosso modo. Or, il se trouve que pour le 16 et le 17, le mot d'ordre lancé était manifestation et ne pas aller voter. Donc, les 2 appels se coïncident. Nous avons vu tous que tout le Togo était quadrillé avec des chars, militarisé, comme sous Franco ou sous Pinochet au Chili. Sauf si nous voulons que nos combattants qui sont sur place, nos militants qui sont sur place, aillent se faire harakiri, ou alors se faire kamikaze comme Amron l'a fait. Nous ne sommes pas encore à ce stade de la lutte. Ils sont restés chez eux. Ce qui est sage, tactiquement sage. Dans cette lutte qui nous concerne, il faut savoir ce qui est stratégie et tactique. Tactiquement, ils se sont bien comportés. Et j'ai toujours l'habitude de présenter cette lutte, je le dis souvent, c'est une lutte de longue haleine, complexe, et je l'ai toujours considérée comme une autoroute avec plusieurs entrées, c'est-à-dire différentes personnes viennent, et il y a aussi plusieurs sorties. Bien. Il se trouve que dans le cas du continent africain, ou particulièrement du Togo, sur cette autoroute, il y a 2 signaux qui sont nos objectifs. Pour certains militants, le premier signal, c'est débarrassons-nous de la dynastie des Nyassibé. Et pour ceux-là,
certains d'entre eux m'ont dit, bon, moi j'ai atteint mon objectif, je m'en vais, et sors. Ou alors par mon naturel s'interne. Même qui ont la volonté de continuer à aller plus loin, ils sortent, ils s'en vont. Et ça, c'est l'objectif, je dirais, minimal. Et l'objectif maximal, donc la deuxième destination, c'est le panneau ou le signal avec « Débarrassons-nous de la France-Afrique ». C'est-à-dire qu'il y a la France-Afrique et en même temps cette dynastie soixantenaire qui se donne la main pour nous opprimer, pour nous réduire à la misère, pour confisquer toutes nos souverainetés dont je parlais au début. Alors, pour, ma foi, retrouver nos souverainetés, transformer nos misères, nous devons former un front. C'est-à-dire, si je considère l'année 2025 comme le point de départ, c'est-à-dire du réveil depuis que Amron est sorti, la stratégie est que nous avons tous compris que le peuple togolais doit faire partie de cette lutte. C'est sa lutte à lui. Et c'est lui le maître, le seul qui détient la réalité, qui doit détenir la réalité du pouvoir. Nous devons donc former un front, puisqu'il y a de multiples mouvements, former un front, appelez-les comme vous voulez, front commun, front uni, front de lutte, tout ce que vous voulez. Et nous entendre sur le minimum, le minimal, l'objectif minimal, qui est de débarrasser machin. C'est la première étape. Deuxième étape, je ne dis pas que ce soit toujours comme ça, on peut faire le tout ensemble. Ceux qui ont une compréhension plus large de notre lutte combinent les deux. On met fin à la dynastie et mettre fin en même temps de la superstructure que constitue la France-Afrique chez nous, tel que ça s'est passé au Sahel. Bien, il se trouve que certains, malheureusement, craignent qu'entre-temps, certains ont eu l'oreille ou les yeux doux de l'Élysée, ils sont allés, alors ils ont pris peur. Non, ne vous laissez pas effrayer par ça. Nous qui sommes dans cette lutte depuis donc les années 50, nous pouvons vous dire, c'est là que j'en viens à certaines critiques qui, à mon avis, sont déplacées ou étaient déplacées, injustes, le soir du 17. Le conflit entre M66 et le train. Je crois, un de leurs leaders est sorti. Il y avait déjà un conflit qui précédait cette date. Ils se sont arrangés entre eux, se sont expliqués et ont enterré la hache de guerre. Eh bien, ce leader, malheureusement, comme les gens ne sont pas sortis, pour lui, je ne sais pas, il a interprété comme n'ont pas fait une marche ou une manifestation, une protestation bruyante, a considéré ça comme échec. Ce n'est pas un échec, c'est plutôt une réussite. La preuve en est que les centres de vote, il y avait le désert, vide de monde, au point que les pontifes même du régime, un des candidats est venu menacer ouvertement qu'elle ira dans chaque maison pour reprendre l'argent qu'elle leur a donné pour pouvoir voter pour elle. J'ai montré ça, vous avez vu. Alors, mes chers compatriotes, je sais que vous avez toute la méthodologie qu'il faut pour faire les choses. Continuez ainsi, mais évitez les attaques personnelles qui démotivent ou démobilisent les militants à la base. Ils n'ont pas besoin de vos querelles. Ensuite, deuxième chose, quelque chose qu'on a déjà discuté et réglé, au soir du 17, quelle que soit l'interprétation que vous faites des documents visuels, donc factuels qui nous sont parvenus, revenez sur le devant de la scène et pérorez là-dessus pendant des heures. Vous avez déjà fait ça. Ça, ma foi, il faut éviter d'être puriste. Dans le genre de mouvement que nous menons,
Le pur et l'impur sont mêlés. Sachons faire la part des choses et quand nous débarrasser progressivement de l'impureté. Vous savez, l'éveil de conscience ou la prise de conscience, c'est comme un immeuble à 7 étages avec 2 sous-sols. À l'heure actuelle, la majorité du peuple togolais comparé au peuple sénégalais, au peuple malien, nigérien, burkinabé, eh bien, du point de vue du niveau politique, la majorité est toujours au 2e sous-sol. Au 2e sous-sol, même pas au 1er sous-sol. C'est-à-dire à moins 2. Sur le rez-de-chaussée. Très peu d'entre nous sont au rez-de-chaussée, peuvent prétendre être au rez-de-chaussée de cette illustration, de cette image que je fais, immeuble à 7 étages avec 2 sous-sols. Très peu d'entre nous peuvent prétendre qu'ils sont au rez-de-chaussée ou au 1er ou au 2e étage. Sans même parler du 3e, 4e, etc. Nous sommes en retard, ayons conscience de cela et allons pas à pas. Et surtout, je vous en prie, attaque personnelle, oui, toi tu es de telle ethnie, qu'est-ce que vous avez chez vous? Vous dormez même presque par terre, il n'y a même pas matelas, il n'y a même pas natte, il n'y a pas ceci. Non, je vous en prie, nous tous, nous avons des insuffisances dans nos ethnies. Cette lutte, ce n'est pas de l'amusement, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. J'apprécie que vous veniez, vous joindre le but et que vous vous éveillez, tout comme Amron, et prendre cette lutte en main, le relais de cette lutte. Vous ne le faites pas pour vous-même, vous le faites pour vos enfants, et vous allez donc vous mettre à insulter les gens. Non, ça, je vous en prie, laissez les insultes de côté. Au point d'insulter les ethnies des gens, des trucs, non. Dans toutes nos ethnies, que ce soit en Europe, partout dans le monde, il y a des insuffisances et des richesses, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques ou autres. Et ce n'est pas, ma foi, statique, c'est des choses qui évoluent, donc dynamiques, qui changent avec le temps, au contact des influences externes ou influences internes, ou par irruption d'autres valeurs, portées toujours de l'intérieur de chaque ethnie. Nous devons éviter cela. Parce que, je répète encore, ça démotive et démobilise les troupes. Que les troupes soient pacifiques, armées, militarisées ou pas. Alors, je vais donc essayer d'abréger. Parce que c'est complexe, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'ai dit l'essentiel pour ce retour que j'ai fait, du fait de mes problèmes techniques que j'ai eu hier. Mais je dois conclure en disant ceci. Nous devons tout faire pour mériter de nos anciens de la trempe de Papa Agostino de Souza, d'Olimpio, de Sylvanus Olympio, et des dirigeants proéminents du Nord qui existent sur toute l'étendue du territoire, qui ont fait des campagnes. Le temps est trop court pour que je cite tout le monde, parce que je n'ai pas de matériaux de tout le monde pour pouvoir le montrer. Si vous avez des matériaux, si les autres dirigeants de Palimé, Atapamé, Sokodé, etc., vous pouvez m'envoyer cela en inbox, nouveau training. Je les recevrai. Et je me ferai le devoir de leur rendre hommage comme je l'ai fait aux anciens que vous voyez là. Donc, tout faire, taire nos égoïsmes de petits bourgeois, de nouveaux riches, et nous concentrer sur la lutte. Et faire attention essentiellement à deux choses. La stratégie, comprendre que
la tactique peut varier. Et deuxièmement, tenir compte du rapport de force. En ce moment, le rapport de force est légèrement en faveur du peuple togolais, mais pas encore au point de porter l'estocade au régime qui est là. Parce que nous avons une armée, une force armée togolaise que de nom, entièrement phagocytée. Même s'il y a des patriotes parmi eux, ils ne peuvent se permettre de donner l'estocade à cette dynastie. Mais ça viendra. Ne désespérons pas, ça viendra. Parce que, ma foi, si nous prenons exemple sur les 3 pays du Sahel, c'est l'armée qui a donné le coup de grâce final. Au Togo, ça va être aussi la même chose. La révolution togolaise ne se fera pas sans l'armée des patriotes. Sans l'armée des patriotes. Mais en ce moment, ceux qui, ma foi, peuvent faire des trucs sensés dans cette armée ont depuis toujours été éliminés un à un. Vous connaissez les scandales mieux que moi. Alors je vous en prie, tenez compte du rapport de force. Ne baissez pas les bras, restez sous la rampe des projecteurs. S'il le faut, chaque mois, vous produisez quelque chose. Pour rappeler à ce régime que ce n'est pas avec sa politique étrangère qu'ils vont donc voiler la misère qu'ils nous font à l'intérieur. Il faut donc les dénoncer, les éventrer au plan international, qu'ils soient connus. Partout où ils envoient des délégations, préparez-vous à faire des protestations dans le cadre des lois de vos pays d'accueil. Dans le cadre des lois de vos pays d'accueil. De vos pays d'accueil. Dans le cadre des lois de vos pays d'accueil. Même si c'est une personne, vous pouvez le faire. Et Gonchi Béanzin en fait régulièrement. Il a la gabarit qu'il faut, d'accord? Même plus malingre que lui, aussi malingre que celui qui supportait sa dame là sur son dos. Vous pouvez faire votre panneau individuel si vous êtes seul dans le pays. Allez protester là-bas. Mais votre protection passe avant. Donc restez dans le cadre des lois des pays d'accueil. Bien. Le suivant, c'est bien sûr, et ça je le dis souvent, intensifier le travail de prise de conscience et de mobilisation. Donc trouvez les voies et moyens qui sont à vos dispositions. Parce qu'il faut des moyens financiers, il faut des moyens de communication, il faut des relais. La diaspora seule ne peut pas faire le travail. Donc il faut donc cette synergie entre la diaspora et les continentaux, c'est-à-dire qui sont sur le terrain. Donc c'est le territoire togolais pour pouvoir actionner ce changement, ce dynamisme, pour en finir avec ce régime, duquel nous n'attendons plus rien, Ils font les fanfarons sur le plan international, avec ce philosophe assassin, qui a même fait assassiner, a livré son oncle Joachim. Quel genre de personnes sont ces gens-là? Tu peux être en conflit d'idéologie philosophique ou politique avec toi. Prends tes distances, laisse-les. Pourquoi tu veux les encombrer? Au point d'aller livrer Joachim, un de ceux qui nous avait prévenu que si, dès les années 66, si nous ne faisons attention, le Togo va devenir comme Haïti, c'est-à-dire le régime passé de père en fils. Je crois déjà l'avoir dit, le Togo est en passe de passer de père en fils à petit-fils ou petite-fille. Vous voyez cela? Un siècle, 2 siècles de ce régime togolais. Ce n'est pas la peine. Joachim nous a même prévenu contre l'haïtisation, la duvaliérisation du régime togolais. Personne ne nous en a écouté. Le bien parler, aller à l'ONU, les LM Kodjo, etc., tous les autres, les Kofigo,
c'est juste engranger. Certains continuent à engranger jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il est même sénateur, lui, Kofi. Quand j'ai entendu pour la première fois le nom de ce monsieur, j'étais étudiant à la base. Heureusement pour moi, hors du continent. Et j'y suis resté depuis. Bien. La troisième chose auquel nous devons faire attention, j'ai déjà développé dans ma synthèse, c'est corriger nos erreurs et les éviter. Et quand il y a des conflits, aller derrière le rideau en zoom pour régler ces problèmes. Pas en public comme ça. Hein? Je l'ai déjà dit, vous démotivez, vous débarrassez les choses. Quel genre de rigolo vous êtes? Et si vous avez enterré quelque chose, et ça se réveille, réglez ça dehors. Donc c'est ceci, le principe est le suivant. Tant que les militants que vous avez laissés sur l'autoroute de côté, et vous avez continué pour jusqu'à aller plus loin, pour la réalisation de l'objectif maximal, ce que vous avez laissé sur le côté, tant qu'ils ne se mettent pas en travers de l'autoroute. Ignorez-les, prenez vos distances avec eux, et vous continuez votre travail. Donc s'il vous plaît, les gens du train et tous les autres, prenez votre route. Continuez, sans forcément chercher à griffer le M66. Vous rendez service à la dynastie de NSB en faisant cela. Et aussi, parallèlement, j'ai dit au M66, je ne dis pas d'ignorer le train, mais évitez aussi d'en parler ouvertement. De vos différences, de vos conflits. Vous connaissez, vous avez leurs références, leurs adresses et autres. Prenez-les, comme vous l'avez déjà. Vous faites souvent, je crois, en inbox ou en Zoom, et réglez vos différences. Nous ne sommes pas intéressés à savoir quelle ethnie n'a pas de natte, n'a pas de matelas ou n'a pas de pneumatique pour dormir. Quelle ethnie fait ceci, quelle ethnie fait cela. Nous n'avons pas besoin de savoir cela. Dans le monde entier, toutes les ethnies ont des insuffisances et des qualités. Ont des qualités et des défauts. Mais sachez que les qualités et les défauts ne sont pas des choses statiques, qui évoluent également de manière qui progressent au contact des influences extérieures, ou alors de l'inertie intérieure qui provoque une certaine éruption ou irruption pour faire changer les choses, pour faire avancer les choses. Bien, je vais donc m'arrêter sur ce point. Pour hier, je suis désolé, les problèmes techniques ont été tels que même ça a été mélangé, etc. J'ai jugé qu'il fallait revenir là-dessus. Et surtout relever, ce n'est pas de l'autocritique. J'ai l'habitude, moi, quand je me lance dans des actions depuis, c'est des choses que j'ai apprises, au contact de mentors, comme les Joachim, il y en avait plusieurs, dans tous les continents, sur tous les continents, j'ai des mentors. J'en ai aussi en France, avec qui on allait visiter les foyers des travailleurs immigrés, sur des lits superposés. Je me rappelle très bien de ça, j'allais, avec des militants français, et pas des moindres, qui allaient les voir, leurs conditions, les aider, etc. J'ai fait tout ça. Tout comme, pendant ma traversée du désert, je suis allé dans le ventre de la France-Afrique. Je peux dire cela. Juste pour voir comment ces gens réagissent. Et ce qui importe pour moi, de pas la valeur, les valeurs africaines que m'a transmises ma famille, les valeurs de justice, vérité, solidarité, dignité. Dignité de soi et respect des autres. Respect de soi, respect des autres. Et il y a toujours de l'impur et des impuretés et de pureté. Ceux qui connaissent plus
doivent aider ceux qui connaissent moins pour les tirer vers la perfection. Il n'y a pas de perfection absolue. Et ma foi, ceux qui sont moins sensés, ceux qui sont plus sensés, doivent aider ceux qui sont moins sensés à évoluer. Donc, en gros, donner la main aux plus faibles politiquement, à élever en qualité leur connaissance de l'ennemi principal. Et l'ennemi principal aujourd'hui, chez nous, au Togo et en Afrique, c'est la France-Afrique, s'agissant des anciennes possessions du colon français. Et je vous en prie, ayez ça à l'esprit, tenez compte du rapport de force et avancez. Je vous remercie. Partagez, commentez. Je suis disposé à engager le débat avec vous poliment. Même en tant qu'un vieux croyant, ma cervelle fonctionne toujours. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais il y a en moi quelque chose qui me porte à apporter un peu à cette vérité, et c'est ce que je fais. Je vous remercie. Et à plus tard.